Nous avons le plaisir d'accueillir ici Véronique Ginouvès, qui est ingénieure de recherche, responsable de la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, la MMSH. Elle est co-auteure et coordinatrice d'un guide à paraître sur les bonnes pratiques en matière de gestion des données de recherche en SHS. Donc, merci beaucoup Véronique d'intervenir à l'occasion de cette journée à propos justement de ce qu'on appelle les données FAIR. Voilà, qu'est-ce qu'on met sous cette appellation FAIR, dont on a déjà parlé un petit peu ce matin et qu'on a évoqué. Oui, j'étais bien ravie de voir plusieurs fois le terme apparaître. Et quand on m'a demandé d'intervenir pour ces journées, en fait, ça m'a obligée à réfléchir à ces valeurs de FAIR. Donc la publication de la Commission européenne pour la recommandation relative à l'accès aux informations scientifiques et leur conservation, qui met en avant l'ouverture, la transparence et l'accessibilité comme facteur clé d'une science ouverte, date du 25 avril 2018. Et donc les 4 lettres qui ont été répétées donc en français ont été traduites facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc ce sont en fait des principes à y réfléchir qui sont tout simplement les fondements de la profession que j'occupe, d'archiviste, qui ont été capitalisés, amplifiés depuis le tournant du numérique. Donc voilà 4 images, pas vraiment, qui n'ont pas l'air de se parler entre elles. Mais justement, dans cette réflexion sur le FAIR, j'ai réfléchi sur mon activité professionnelle. Alors, j'ai essayé une tentative diachronique et je ne vais pas faire une autobiographie ou une auto-analyse, mais je voudrais donc indiquer les bornes temporelles de mon métier. Puisqu'au début des années 80, quand j'ai commencé à travailler comme documentaliste, j'utilisais un Minitel. C'était mon premier emploi et je travaillais dans une structure privée dans le domaine de la santé. Et le projet était la mise en place d'un réseau d'information en épidémiologie et pharmacologie, pharmacovigilance plutôt, en région PACA, à destination de médecins. Et donc mon outil de travail, le Minitel, oui, c'est cette invention française qui a été déployée dans les foyers français et les entreprises à travers un réseau téléphonique au cours des décennies 80 à 2000. Et on oublie trop souvent que cet outil, ce service, n'a pas été utilisé uniquement pour certains dont on se souvient, certains services 3615 ULA, c'était les affiches du moment, mais on l'utilisait aussi dans les médias, la culture et les sciences. Et donc, cette année, un ouvrage vient de sortir au MIT Press dans la collection Platforms Studies, Minitel, Welcome to the Internet. Et donc, en effet, ce sont déjà les premiers principes FAIR qui se dessinent, en fait. Créer des référentiels adaptés au public, appréhender des questions juridiques et éthiques pour la diffusion de données et surtout structurer les données. On l'a vu dans la première communication qui finalement rassemblait toutes les informations du FAIR. La structure, les métadonnées et leur organisation est vraiment centrale. Et je pense que ça n'est pas un hasard si le MIT sort dans Platform Studies un travail sur le Minitel, parce que c'était effectivement les prémices de cette organisation. Donc 10 ans plus tard, en 1990, je travaille dans une bibliothèque française à l'étranger, à Rome précisément, et je me rends compte que dans cette bibliothèque, personne ne rentre, enfin il n'y a pas de lecteur. Alors, il y a plusieurs bibliothèques françaises à Rome, sans doute, mais je trouve ça étrange. Alors, je n'ai pas encore lu le De Bibliotheca d'Umberto Eco en 1986. Donc, tu l'as lu et tu plaisantes et ça te fait rire. Effectivement, donc je réalise que pour les agents qui travaillent dans cette bibliothèque, le lecteur est un ennemi. Et donc, une grande part du travail du bibliothécaire consiste à éviter que le lecteur rentre dans la salle de consultation, qui est d'ailleurs une portion congrue de la bibliothèque. Et donc, dans les 21 considérations de cet ouvrage que je vous conseille vraiment de lire, qui n'a pas tant que ça vieilli, même si c'était avant l'ère d'Internet, je vous conseille donc la Z, la considération 21. Dans l'idéal, l'utilisateur ne devrait pas pouvoir entrer à la bibliothèque. En admettant qu'il y entre, exigeant de manière pointilleuse et irritante
de jouir d'un droit qui lui a été accordé en vertu des principes de 89, mais qui reste encore étranger à la sensibilité collective, il ne doit pas et ne devra jamais, quoi qu'il en soit, pénétrer dans les travées, et il lui faudra se borner à traverser rapidement la salle de consultation. Donc, à cette époque, je suis missionnée par le ministère des Affaires étrangères pour mettre en accès libre les collections, changer complètement salle de communication et magasin. Et donc, effectivement, ça pose des problèmes aux agents. Bon, j'ai quand même eu malgré le tollé général de la mise en accès libre, de la découverte aussi d'archives dans la bibliothèque, qui vont aussi faire que archives et bibliothèques ne sont plus autant séparées, mais on va essayer de réunir les archives sur un auteur et les ouvrages de l'auteur. Et donc, je découvre quand même le principe essentiel du réusage, de l'usage des collections et du travail de formation à mener autour de cela. Donc, année 2000, donc là, ce sont les Cévennes que vous voyez, un paysage qui doit vous être familier. Je travaille donc au CNRS depuis peu de temps et en fait les outils sont très rapidement entrés dans les pratiques professionnelles. Je participe au plan national de numérisation qui a été lancé par le ministère de la Culture en 1999. En 1999, ce sont les archives sonores et audiovisuelles qui sont intégrées dans le plan national de numérisation. Et donc, les premières bandes analogiques, dont je présenterai après mon travail, je suis responsable d'une phonothèque et d'enquête, et je m'occupe d'enquête de terrain de chercheurs qui s'appuient sur l'enregistrement sonore et audiovisuel pour publier. Donc, les premières bandes analogiques sont numérisées, et très vite, donc, je bricole sur quelque chose sur Internet pour montrer ces premières notices documentaires des enquêtes orales que j'ai traitées. Et alors là, c'est un étonnement parce que très peu de temps après, quelques semaines plus tard, je reçois, donc pas un courriel parce que c'était encore pas vraiment toujours l'usage à ce moment-là, un coup de fil. Et c'est un ayant droit qui retrouve son père dans un village de Sainte-Cécile-d'Angorge à partir de la description que je fais donc anonymisée. Mais évidemment, Sainte-Cécile-d'Angorge, ça doit être tout petit. Enfin, je ne suis pas encore allée, mais je pourrais, hein, ça ne doit pas être très loin. C'est petit. Il y a peu de compteurs. Ce monsieur enregistré à ce moment-là donne un certain répertoire compté de tradition orale et son fils l'a reconnu et me demande copie de cette archive. Ce que je vais faire et en me disant, bah, tiens, profitons-en, est-ce que cette personne m'autorisera aussi à, alors je n'ai pas encore les moyens de le faire, mettre sur Internet mon enquête orale pour qu'elle puisse être écoutée. Et c'est comme ça que petit à petit, non seulement dans la phonothèque, on désanonymise les informateurs, mais aussi on met en ligne les entretiens au fur et à mesure de ce que les gens se redécouvrent ou se découvrent sur la base de données. Donc c'est vrai que ce premier contact a été déclencheur. C'est le moment où je commence à mettre en œuvre des contrats d'autorisation d'utilisation, alors que jusqu'à présent, les chercheurs avaient, donc dans la phonothèque, c'était uniquement les noms des chercheurs qui apparaissaient, les informateurs étant anonymes. Et pourtant, donc, c'est aussi un des principes, je pense, que le FAIR va vous permettre de développer, c'est la co-construction entre chercheurs et témoins, informateurs, narrateurs, comme vous voudrez les appeler en fonction des disciplines, qui sont également enregistrés. Et donc, oui, voilà, c'est développer une politique de médiation numérique ambitieuse autour des contenus numérisés pour tisser de nouvelles relations avec les utilisateurs et l'écosystème global du web. Et je crois que ça, c'est aussi ça, de faire comprendre ces nouvelles relations qui se créent. Donc 2010, donc là j'ai mis les collections justement du MIT, de Platform Studies, et je crois que c'est assez... ce matin, on l'a vu transparaître dans plusieurs diapositives et peut-être aussi celle de la dernière intervention. C'est l'époque des plateformes pour moi, c'est-à-dire des nouvelles plateformes commencent à se mettre en place. Et ça n'est plus le bricolage dans mon laboratoire que je mets en œuvre. L'enseignement supérieur et la recherche accompagnent mieux les laboratoires. Alors,
la tendance est un peu aujourd'hui, malheureusement, appeler tout plateforme, j'ai l'impression, alors qu'auparavant, on avait effectivement une base de données. Aujourd'hui, tout est plateforme, parfois. Enfin, en tout cas, en sciences humaines et sociales, j'ai l'impression que dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus clair, cette question de la plateforme. Je pense que derrière, il y a des modèles économiques qui sont peut-être un peu la raison de vouloir à tout prix être une plateforme. Mais bon, voilà, je ne sais pas plus. Si on voit la définition du Conseil national du numérique, une plateforme est un service occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès aux informations, contenu service bien édité ou fourni par des tiers. Donc je pense qu'il faudrait aussi ajouter la notion de gouvernance. Une plateforme, il y a une gouvernance derrière, et donc c'est important. Mais il s'agit bien de services qui sont fournis donc à la Phonothèque, en l'occurrence, dont la mission principale est de valoriser les archives de la recherche à travers différents outils. Donc dès 2005, par exemple, j'intègre la plateforme hypothèse.org, une plateforme de carnet de recherche qui va être essentielle pour valoriser les travaux de la Phonothèque. Je suis aussi rédactrice d'une revue qui s'appelle Sonorité et qui est sur Journals, auparavant revue.org. La base est hébergée par les services de la TJR Humanum. Lorsque les images sont déposées avec les enquêtes orales, je les dépose sur Medial, qui est une plateforme d'archives ouvertes qui est gérée par le CCSD au CNRS. Tous mes articles aussi sont déposés sur ALSHS. On catalogue également sur la plateforme de Calam, qui est le SUDOC des archives pour aller vite, qui est une plateforme qui est gérée par l'Agence bibliographique d'enseignement supérieur et la recherche. Et les archives de la Phonothèque sont gérées sur le long terme, enfin conservées sur le long terme, par le CINES, le Centre d'information national d'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, en fait, finalement, cette aventure professionnelle qui, la semaine dernière, évidemment, s'est trouvée face donc à ce discours qu'on a évoqué ce matin à plusieurs reprises, lors du congrès annuel de la Ligue des bibliothèques européennes de recherche, donc LIBER, où Frédéric Vidal donc, a lancé ce plan national pour la science ouverte. Donc, est-ce que tout le monde a lu ce discours ? Je ne sais pas, mais bon, peut-être que je suis ici, je pourrais lire, j'ai noté quelques extraits sur les données et les articles qui me semblent intéressants. Je ne vais pas tout vous lire, mais quand même, je trouve que finalement, c'est un discours qui est clair et bien écrit. Après, la question qui a été posée de comment on va le mettre en œuvre, évidemment, reste posée. Mais on a vu aussi que si on structurait les données, enfin, on l'a vu avec l'intervention de l'astronomie, par exemple, ou celle sur l'agronomie aussi, enfin, je ne sais pas si c'était le terme qu'il faudrait employer pour votre discipline, mais en tout cas, on a vu que l'importance de la structuration des données pour ces possibilités-là, qui sont infinies. Donc, ainsi, la première démarche est de structurer et conserver les données en préalable à leur ouverture. Cela se fait très bien dans environ 1/5 de la communauté scientifique, mais le reste est largement laissé à l'appréciation individuelle et au hasard de la vie, des clés USB, des vols d'ordinateurs portables dans des coffres de voitures ou des défaillances des disques durs individuels. On a vu ta petite BD qui était très réelle, en fait, sur la tristesse de la perte de ces données, elle a du sens. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, un de mes objectifs est de faire en sorte que toutes les communautés, tous les acteurs, lorsque ce n'est pas déjà le cas, développent une démarche structurée de conservation de leurs données et fassent le nécessaire pour que ces données obéissent au principe FAIR, facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons rendre la science plus ouverte, plus transparente et d'accès plus universel. Ces données pourront servir comme instrument pédagogique, substrat scientifique, catalyseur d'innovation. Le problème n'est pas principalement technique, il est d'abord et fondamentalement humain. Donc elle présente son plan en 3 axes et 9 points, et donc l'axe 2 porte sur les données. Le deuxième axe de ce plan national pour la science ouverte à structurer et autant que possible à ouvrir les données de la recherche. Les données de la recherche sont le pilier des connaissances futures. Structurer, conserver, ouvrir les données de la recherche permettra de favoriser la mutualisation, le croisement et l'appariement des données pour produire de nouvelles connaissances. C'est pourquoi le président de la République a annoncé lors de son grand discours sur l'intelligence artificielle qu'il allait mettre en place une obligation de diffusion en accès ouvert des données issues de la recherche financées par appel d'offres sur fonds publics.
Il va de soi que ce processus d'ouverture sera conditionné par le respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne les données personnelles, les données protégées par le secret professionnel, les secrets industriels et commerciaux, et que les bonnes pratiques seront définies par la communauté scientifique. Bon, je passe un peu. Afin de coordonner l'action nationale, j'ai décidé de créer la fonction d'administrateur des données, Chief Officer CDO. Donc ça, on n'en sait pas plus, mais c'est la mise en place d'un programme, en tout cas d'un projet. Il coordonnera l'action publique en matière de données scientifiques afin d'optimiser leur structuration, leur conservation et leur circulation. Et enfin, j'ai décidé d'encourager l'association de données structurées et ouvertes aux articles publiés par les chercheurs. C'est une première étape vers une meilleure association des données avec les articles. Nous encourageons aussi le développement des articles de données, data papers, qui décrivent la façon dont ont été construites les données. Donc voilà la nouvelle décennie qui s'ouvre, et c'est vrai que donc, avec ces Fair Data, donc je vous donne quelques éléments sur lesquels vous pourrez revenir si vous revenez sur le diaporama. Mais donc, en tant que responsable d'une phonothèque, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je suis responsable d'archives de terrain, de chercheurs qui s'appuient sur des entretiens ou des vidéos pour publier. Donc on a environ 8000 heures de son. Une grande partie est numérisée, une partie seulement est en ligne en fonction de la résolution des questions juridiques et éthiques, et une partie aussi en fonction de la façon dont nous avons structuré les données et si le traitement est abouti, une partie est conservée sur le long terme sur les serveurs du CINES. Donc c'est un dispositif, en fait, sur les questions, donc puisqu'il fallait faire un focus sur les questions juridiques et auxquelles j'associe chaque fois le terme éthique, parce que je peux parfois avoir tous les droits de diffusion, et pour des raisons éthiques, ne pas mettre soit la totalité ou choisir de ne pas mettre en ligne certaines archives. Et donc on a donc toute la chaîne, c'est-à-dire la prise de son sur le terrain, l'arrivée de l'archivage qui peut être, je vois Alice qui regarde dubitative, mais on sait que ces archives, elles peuvent être... aujourd'hui, on peut nous fournir des disques durs. Hein. J'ai le cas d'un chercheur yéménite, d'une chercheuse yéménite partie pendant la guerre avec ses données numériques, donc sans objets analogiques ou sans originaux, mais qui part avec le disque dur en situation de guerre et qui le dépose dans une phonothèque. Mais en général, souvent, c'est un chercheur en fin de carrière, mais qu'est-ce que je dis, en fin de carrière, qui va se préoccuper de ses archives. Voilà le cas donc là des archives de Marche-Saugas. La numérisation, la mise en base de données, et puis la valorisation, là, une photographie de la science en fait. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte ensuite d'être dans notre petite base de données qui s'appelle Ganoub, qui signifie le sud en arabe? En fait, c'est aussi par l'interopérabilité, parce qu'on a placé nos métadonnées dans un domaine, en anticipant le domaine public finalement, que nous sommes moissonnés par des catalogues, les métadonnées seulement, hein, pas les fichiers son, nous sommes moissonnés par des bases de données comme Clarin, qui a été cité précédemment, Isidore, qui est le moteur des sciences humaines et sociales, Europeana, qui est un portail culturel. Voilà la possibilité pour nous, en fait, que ces archives sonores, et je suis très sensible au fait de relier articles et entretiens. Et je te posais la question, où sont les entretiens pour qu'on puisse aussi... voilà, dans une enquête, la question que tu as posée, c'est est-ce que ce panel est représentatif? Et moi, je dirais, est-ce qu'on peut réécouter ces enquêtes? Parce qu'on pourrait les analyser autrement que la façon, ou revenir sur un terrain ou une discipline. Donc, c'est aussi l'importance de revenir sur les sources pour pouvoir avoir un regard différent sur ces sources. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je citais. Si on peut, quelques images de portail où la base Ganoub est moissonnée, c'est permis parce que nous utilisons des métadonnées. Donc, quelqu'un à un moment citait trop de standards. Sur le standard, il y a beaucoup de formats. Des métadonnées qui sont les plus... Donc, en archivistique, c'est l'EAD, Encoded Archival Description, qui est on va dire, le format de métadonnées dominant international, mais on sait que Dublin Core est extrêmement utilisé de façon simple. Bon, il va moins permettre, ne va pas permettre
la hiérarchie des données, de lire clairement la hiérarchie de données, donc ça posera certains problèmes, mais il permet d'être diffusé extrêmement rapidement et simplement. Et l'EDM, donc Europeana Data Model, puisque Europeana est pris donc de se créer un nouveau modèle de données. Voilà le cas justement d'un travail nécessaire chaque fois de mapping à partir de nos données pour pouvoir intégrer de nouveaux catalogues. Voilà. Ce qui est intéressant quand même et qui ressort aussi dans ce qui a été dit par la ministre, c'est cette idée d'interopérabilité, mais aussi d'identifier, et je crois que c'est surtout aussi dans votre intervention, vous avez parlé d'ontologie, mais aussi de référentiels qui sont vraiment importants. Et vous ne savez peut-être pas tous en tant que chercheur, vous avez un numéro qui vous identifie. Alors vous avez peut-être déposé vos articles dans HAL et vous avez un idéal, vous avez peut-être un ORCID, mais en tout cas vous avez donc un ISNI parce que vous avez été auteur, donc un International Standard Name Identifier, et travailler avec ces plateformes, c'est-à-dire qu'en France, nous on utilise IDREF, qui est un identifiant référentiel pour l'enseignement supérieur et la recherche canton catalogue, mais cet IDREF, il va aller donc alimenter ce numéro ISNI, et donc on en aurait fini justement des problèmes d'épouses à double nom qui ont publié d'abord sous un nom puis sous un double nom, des gens Durand qui ont des homonymes à l'appel, etc. Et donc moi ce qui m'intéresse aussi à la phonothèque, c'est que les informateurs qui ont été enregistrés par les chercheurs au cours de leurs enquêtes peuvent aussi rentrer au même titre. Donc là, je crois que j'ai pris Laurent Merlot, qui a été enregistré par un anthropologue, Jean-Noël Pellin, publié, mais aussi pour lequel j'ai des enquêtes orales. Donc Laurent Merlot, qui un piémontais, qui, quand il était petit, à 5 ans, chauffait des cailloux pour que les oliveuses n'aient pas froid l'hiver pour ramasser les olives. Donc voilà, Laurent Merlot, qui ensuite a travaillé dans le village d'Oreille sur les oliveraies, raconte le paysage, le changement du paysage. Laurent Merlot, lui aussi, est auteur, en même temps que Jean-Noël Pellin, et lui aussi, il a un numéro ISNI qui permet de l'identifier. Et d'ailleurs, il y avait un Laurent Merlot radiesthésiste, médecin en tout cas, qui était en homonyme avec Laurent Merlot. Il suffit d'écrire à ISNI et ils ont très rapidement dédoublonné le nom. Et ça, je vous conseille quand même d'aller vérifier dans ISNI votre nom et vérifier que vous n'avez pas de références qui ne sont pas les vôtres liées à ce numéro, qui est extrêmement important aujourd'hui, puisqu'il centralise, là je vous parle d'IDREF, mais tous les systèmes de référentiels auteurs à travers le monde. Donc, je vous ai parlé de placer les métadonnées en licence IC0. Et ce qu'on fait, c'est on travaille sans cesse pour clarifier les informations qui vont permettre le réusage des archives, sans savoir ce qu'elles deviendront, un peu comme ce que disait la personne de Tela Botanica. On ne sait pas ce qu'elles deviendront, ces données, mais on essaye de toujours contextualiser, permettre un réusage qui va aussi intégrer cette contextualisation. Là, je montre par exemple un cas particulier de... ce sont les archives des Cyclades qui ont déposé à la Phonothèque des enquêtes sur la catastrophe de Smyrne de 1922, des enquêtes faites par des historiens dans les années 80 auprès des premières, deuxième générations de personnes qui ont vécu la catastrophe de Smyrne, qui ont fui Smyrne en bateau ou à pied, enfin les mêmes histoires qu'on entend aussi aujourd'hui, qui sont racontées donc, par les habitants de Smyrne d'origine grecque et qui sont allés là à Syros. Et donc en 2007, en 2015, pardon, nous sommes revenus, enfin, la personne qui a traité ces archives a eu la possibilité de revenir à Syros, retrouver l'ensemble des ayants droit. Et aujourd'hui, nous avons toutes les autorisations de diffusion et des enquêtes orales de ces smyrniotes et aussi les autorisations des photographies qui ont été prises à l'occasion du retour sur les ayants droit. Voilà, donc proposer ces données faciles à trouver, accessibles, interopérables, clarifie les pratiques de réusage, quel que soit le modèle de diffusion. Donc j'en ai donné 3 là, donc les journées participatives qui nous permettent d'intégrer des sources orales dans Wikipédia, par exemple, qu'on peut organiser à la MMSH.
La semaine dernière, j'ai ajouté cet exemple parce qu'un artiste syrien qui est maintenant installé, réfugié, installé à Aix-en-Provence, veut faire une pièce de théâtre sur Michel Seurat, qui était un chercheur du CNRS qui, en 86, a été kidnappé et qui est décédé en captivité, et pour lequel donc, nous avons ces archives qui datent des années 82 à 86. Et donc, il veut s'inspirer de sa voix, de sa méthode de travail, des façons dont il utilisait aussi ses archives, et des entretiens qu'il a réalisés ou des traductions qu'il fait, des prises de notes orales qu'il fait sur ses archives sonores pour faire une pièce de théâtre autour de la figure de Michel Serra. Et puis la citation, là aussi, la semaine dernière, une étudiante d'histoire qui dépose un master de recherche sur les bidonvilles et qui, surprise donc, a écouté en ligne des enquêtes orales et qui les cite avec précision. Pour moi, c'est une vraie victoire aussi, parce que citer l'archive orale, c'est pas non plus quelque chose qui se fait si facilement. Voilà. J'arrive à ma dernière diapositive, donc c'est ce projet que tu évoquais, qui est donc une réflexion qu'on mène depuis plusieurs années maintenant dans le groupe national informel, et qui chaque année organise des journées d'études où on va échanger, pas tant toujours avec des juristes, même si on est encadré par des juristes, en particulier Anne-Laure Stérin, qui fait pas mal d'évaluations dans le domaine de la recherche, et d'autres juristes aussi d'Aix-Marseille. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de notre expérience. Qu'est-ce qu'on a comme données, comment on les diffuse, qu'est-ce qu'on veut faire dans quelle problématique. Donc voilà, c'est un guide de bonne pratique qui sera publié donc en octobre 2018 au PUP. Tous les articles seront donc sous licence CEBAY. On va publier en même temps en HTML libre l'ouvrage au PUP sur Open Edition Books. Et puis on a à côté un carnet de recherche, éthique-droit.hypothèse.org, où on pose des questions, on essaie de répondre à des questions très pratico-pratiques. Un chercheur prend une photo, qu'est-ce qu'il doit faire? Un chercheur enregistre une conférence, que doit-il faire? Un chercheur utilise des archives existantes, qu'est-ce qu'il peut faire? Que faire des données personnelles? Voilà, toutes ces questions-là, on essaye il y a pas mal de commentaires aussi, on essaye de répondre systématiquement. Voilà.